bonsoir à tous, donc bienvenue sur Extrême Météo. Donc comme convenu, ça devait plutôt être ce soir à 21h, mais j'avance un petit peu le direct live pour diverses raisons. Donc du coup je commence à 18h15, c'est un peu d'avance, mais c'est pas grave. Donc je vais vous parler de la tempête Amélie, qui nous concerne et qui focalise un peu toutes les attentions, je dirais depuis quelques jours, vis-à-vis d'un événement qui va se présenter demain matin, demain en fin de nuit et globalement demain matin, donc en fin de nuit de samedi à dimanche, je veux dire. Et donc je vais faire un petit peu un tour d'horizon des prévisions, de savoir les risques que l'on encourt avec cette tempête, ce que ça va donner au niveau du vent, au niveau de la pluie, au niveau de pas mal de choses. Et donc d'abord un coup d'œil quand même, on va commencer par le début, un coup d'œil quand même sur la vigilance Météo France, où on a donc une vigilance orange qui vient d'être déclenchée à 16h, enfin qui a été déclenchée déjà dans un premier temps, surtout pour la Vendée, la Charente-Maritime et la Gironde, et puis qui a été étendue après à d'autres départements, notamment les Landes, Pyrénées-Orientales, et cet après-midi on a une extension de la vigilance orange pour vent violent en direction du Massif central. On a donc les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne, on a également la Charente, on a également la Dordogne, aussi la Haute-Vienne, la Creuse, la Corrèze, également le Cantal, Puy-de-Dôme et Allier. Donc ça fait quand même une vigilance orange qui est quand même assez étendue. Donc pour un événement qui va débuter dans la nuit, et donc pour cette tempête Amélie qui va arriver par le nord-ouest du pays et qui va après, je dirais, s'étendre vers le centre-ouest, donc avec des vents violents, avec également, on le voit ici sur la carte de vigilance de Météo France, un risque de fortes vagues, notamment sur les côtes, donc côte charentaise, côte vendéenne aussi, côte girondine, côte landaise et côte notamment au Pays Basque, avec donc fortes vagues, éventuellement un petit peu des vagues qui pourraient éventuellement quelques phénomènes de submersion, notamment quand la mer sera pleine. Mais encore, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que demain on sera quand même avec des coefficients de marée, j'ai pas regardé exactement, mais on sera avec des coefficients de marée qui seront ténus, donc il n'y aura pas de grands risques de submersion côtière, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, donc ça c'est la vigilance orange de Météo France pour cet événement. Bon, vous voyez après qu'on a une vigilance jaune quand même qui est assez étendue aussi également en Corse, on aura des phénomènes de submersion aussi, également du côté des Alpes-Maritimes. Maintenant dans le détail, on va regarder un petit peu l'arrivée de la dépression, donc cette fameuse dépression qui va dégénérer en tempête. Voilà, donc on va reprendre un petit peu sur les cartes. Voilà, donc il sera 1h du matin cette nuit, et l'on voit déjà donc le creusement dépressionnaire secondaire qui arrive, donc ce creusement dépressionnaire dénommé Amélie qui arrive par la pointe de la Bretagne, qui a quand même un creusement de 973 hectopascales. Il faut savoir quand même qu'on a quand même, je dirais, un creusement qui apparaît encore un peu plus important que ce qu'on voyait il y a peut-être une ou deux journées sur les modèles. Donc 973 hectopascales, avec un resserrement isobarique au sud et au sud-est, notamment, même au sud-ouest aussi, du centre dépressionnaire. Donc je vais mettre en mouvement, en action, vous allez voir. Donc vous voyez le centre dépressionnaire qui se décale plutôt vers l'ouest-sud-est, qui a tendance un peu à se combler au sens du modèle européen. Voilà, on continue donc un centre dépressionnaire sur la Bretagne, mais avec un resserrement isobarique vraiment sur le proche Atlantique. Donc il sera encore milieu de nuit, mais par contre en arrivant à la fin de nuit, on voit que le resserrement isobarique est très net, notamment du côté des Charentes et en allant sur la Gironde et éventuellement le nord des Landes. D'après le modèle CEP, c'est vrai que par contre la Vendée serait peut-être éventuellement un peu en marge, mais bon, n'empêche pas que la Vendée a été quand même mise en vigilance orange. Je pense que le risque important de vent violent est surtout valable pour le sud de la Vendée. Donc si je continue un peu sur l'animation, donc là on voit même, alors on le voit même d'ailleurs sur le modèle Arpège ce soir aussi, qui est le modèle de Météo France. Sur le CEP on voit donc un centre dépressionnaire
qui file vers plutôt entre la Normandie et la Bretagne, mais on voit la possibilité d'un creusement encore secondaire, un creusement plus au sud, hein, même éventuellement sur la Vendée. Donc c'est quand même intéressant de voir que le CEP, ouais, c'est une ébauche, on va dire, hein. On voit que sur notamment le modèle arpège, on a un petit peu la même chose ce soir. Bon, c'est des détails, je dirais, parce que de toute manière, enfin c'est des détails quand même qui ont leur importance, mais je dirais que de toute manière, bon, la prévision est quand même assez bien ciblée, mais c'est intéressant de voir quand même les évolutions, je dirais, très fines. Voyez, regardez, 4 heures du matin, on prend sur le modèle arpège, on a donc le centre dépressionnaire. Ah, j'arrive pas à rester. Voilà, le centre dépressionnaire sur l'île-et-Vilaine à 973 hectopascals, mais on a également un autre creusement qui s'opère au large de la Vendée, hein, à 974 hectopascals. Donc bon, après on voit qu'en termes de resserrement isobarique, on retrouve à peu près les mêmes secteurs exposés, c'est-à-dire les Charentes, enfin donc la Charente-Maritime notamment, la Gironde et jusqu'au nord des Landes et peut-être également le sud de la Vendée. Donc voilà, donc ça c'est la vue, je reviens à la vue du CEP, je continue un petit peu, voilà, et après ça, le défilement en début de matinée, et on voit bien sûr que la dépression se comble en allant en direction de l'Île-de-France. Et on voit toujours ce resserrement isobarique avec des vents violents plus au sud. Donc on aura quand même une dépression qui serait a priori plutôt en phase de comblement. Donc ça c'est la vue sur le modèle CEP. On va prendre la vue, vous allez voir au niveau des rafales de vent ce que ça donne. Donc ça, tout ça c'est du direct, encore une fois, je vous le dis, je n'ai absolument rien préparé. Je regarde en fait en même temps que vous. Donc voilà, donc il faut... Voilà, donc on en arrive au secteur, voilà, concerné par les fortes les virulentes rafales de vent. Donc on voit bien le centre-ouest, donc avec certainement des rafales demain matin assez tôt de 130 km/h sur les côtes charentaises, Nord-Gironde notamment, donc c'est-à-dire le Médoc par exemple, donc charentaise, côte charentaise, et avec des rafales je pense sur les caps exposés jusqu'à 140 km/h certainement, donc sur tout ce secteur là. Je vais faire un petit zoom. Voilà, on a même du 141 km/h qui est modélisé sur le CEP. Donc vous voyez, la Vendée qui est en vigilance orange sera quand même a priori peut-être un peu en marge, sauf l'extrême sud du département, mais enfin les côtes quand même auront, les côtes vendéennes auront quand même des rafales possiblement jusqu'à 110-120 km/h, donc ce qui n'est pas rien. Donc vous voyez le Médoc aussi qui pourrait être fortement concerné par les très virulentes rafales de vent. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Après on voit que ça se diffuse quand même dans les terres du centre-ouest, mais avec des rafales forcément qui sont moins importantes. Dans les terres je pense qu'on n'excédera pas trop les 100, allez plutôt 110 km/h éventuellement dans les terres de Gironde et les terres de Charente, et également un petit peu dans les terres de Charente-Maritime aussi forcément. Donc voilà un petit peu, ça c'était la prévision de ce matin du modèle CEP. Voilà, donc ça c'était le modèle CEP. Maintenant on va faire un zoom sur la sortie du modèle Arome, donc qui est la dernière sortie du modèle Arome donc de Météo France, qui s'est faite il y a peu de temps. On va regarder. Voilà. Après en termes de perturbation quand même, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Je refais quand même un zoom sur la prévision de frontologie du modèle CEP, où on voit donc bien demain matin effectivement la dépression Amélie, tempête Amélie donc sur la Bretagne, et on voit donc le secteur de le système de frontologie, le système de front, où on a un front chaud avec un front froid qui suit immédiatement, donc c'est ce qu'on appelle une perturbation, et on le voit d'ailleurs très bien après modélisé sur le modèle Arome. Faut que je prenne les bons champs, parce que si je prends pas les bons champs ça risque pas de marcher. Ouais, vous voyez, demain matin on va faire un zoom sur demain matin sur le modèle Arome de Météo France. Je vais revenir un peu en arrière.
Voilà, demain matin, 5 h du matin, on a donc ce front froid, le front froid de la perturbation, donc lié à la dépression Amélie, donc qui barre donc toutes les régions allant des Pyrénées-Atlantiques, Hollande, la Gironde, en remontant vers la Charente, en remontant également en direction des régions centres. Et donc on voit quand même des réflectivités qui sont importantes, donc ça veut dire que le front froid sera quand même actif. Hormis le vent, on aura quand même de bonnes pluies, certainement même un risque orageux, parce que je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'on a une intrusion, on a un peu d'instabilité et une intrusion aussi d'air sec à l'arrière, c'est-à-dire qu'on peut avoir des rafales de vent convectif très importantes sous ce front froid. Donc on le voit bien ici, et on voit donc la trace de la dépression ici, hein, donc la dépression Amélie ici, mais la trace donc du resserrement isobarique ici, plus au sud, avec un système de lignes de grains et d'averses, possiblement orageuses, qui suivra directement derrière donc la perturbation, le front froid. Donc on va voir quand ça se décale un petit peu. Donc ça c'est 3 h du matin, 4 h, 5 h, on voit le décalage et le front froid qui avance vers l'est et le système qui suit derrière avec des averses, fortes averses, certainement orageuses, un resserrement isobarique toujours présent avec certainement une bascule du vent au nord-ouest sur les côtes atlantiques, notamment les côtes charentaises, vendéennes, girondines, qui sont quand même les côtes les plus exposées dans cette dégradation. Voilà, donc ça c'est la vue, on va dire, des précipitations. Vous avez les isobars aussi, également de pression. Vous avez donc les pressions qui sont modélisées également. On va regarder les valeurs de vent sur le modèle Arome, qui sont plus ou moins un peu similaires à ce qu'on avait vu aussi auparavant, hein. C'est-à-dire sur les précédentes sorties. Voilà, donc 6 h du matin, on voit bien le resserrement isobarique qui s'effectue avec la bascule du vent au nord-ouest, les plus fortes rafales notamment. Bon, ça commence quand même avant 6 h du matin. Je vais aller, voilà. Je vais quand même prendre la vue à 3 h du matin. J'ai été un petit peu vite. On voit bien la trace du front froid ici. Front froid donc qui est convectif, actif, avec des rafales près des côtes, certainement à 130, peut-être 140 km/h sur les caps exposés. À l'intérieur des terres, on pourrait dépasser les 100 km/h, localement, certainement jusqu'à 110 km/h, avec donc de fortes pluies, éventuellement orageuses. Et à l'arrière, on voit déjà le système qui s'approche. Je continue l'animation. Voilà, 5 h du matin, le front froid s'avance, on voit bien la trace ici, notamment avec ces rafales convectives aussi sous le front froid, jusqu'à 100, éventuellement 110 km/h, et donc l'impact qui se fait qui continue à se faire sur les côtes avec des rafales à 130-140 km/h sur la côte Charente-Maritime, sur le nord Gironde notamment, éventuellement quasiment jusqu'au sud Gironde, et un petit peu sur le nord des Landes, et toujours un petit peu plus tôt la Vendée, qui semblerait quand même, au vu des modélisations, même si la Vendée est en vigilance orange, qui semblerait au vu des modélisations, différentes modélisations, un peu à l'écart, même si le sud du département pourrait avoir quand même des rafales jusqu'à 110-120 km/h. Donc c'est un peu voilà, c'est un peu ce qu'on peut dire. Donc on voit l'animation, on voit que les plus fortes rafales de vent se calment un peu au fil de la matinée, même si on voit un vent qui reste orienté à l'ouest-nord-ouest, on voit que ça souffle fort quand même jusque dans les terres sous les averses, certainement jusqu'à 100, localement 110 km/h. On voit qu'encore ça peut souffler vers 8 h, 9 h encore jusqu'à environ 120 km/h sur les côtes, et par la suite, vous allez voir, par la suite, donc le coup de vent se décale plutôt dans les terres en milieu fin de matinée, en perdant de l'activité avec des rafales de 90-100 km/h, notamment en allant vers le massif central, certainement sur les cimes du massif central jusqu'à 110 km/h. Après, on a aussi certainement dans l'après-midi, on aura des rafales de vent notamment importantes de tramontane vers le Languedoc-Roussillon. On a toujours quand même de fortes rafales toute la matinée quand même sur les côtes, hein. Même si ça a tendance à décélérer un peu au fur et à mesure. Voilà, donc je continue l'animation. Et on voit que l'après-midi, les plus fortes rafales atteignent plutôt, tout en étant quand même moins importantes, atteignent plutôt
l'est, enfin l'est du pays globalement, et on voit que la tramontane se lève franchement dans son domaine avec des rafales possiblement jusqu'à 90, 100, éventuellement même 110 km/h. Toujours des vents forts quand même l'après-midi, aussi sur la côte atlantique, mais quand même nettement moins que le matin, éventuellement jusqu'à 100 km/h encore. Donc ça c'est l'aspect vent. Donc par contre attention quand même à l'aspect, alors c'est l'aspect vent de tempête, hein, aspect vent en rafale. Par contre, comme je le disais, sous le front froid, attention quand même à des rafales convectives isolées, possiblement même rafales descendantes, comme on appelle. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi sur l'animation de l'humidité. Voilà, ça, voilà, l'humidité à 700 hectopascales. 700 hectopascales, ça correspond environ, ça correspond, je crois, à un peu plus de 3000 mètres d'altitude. Vous avez des intrusions d'air sec du côté, donc on voit bien la trace du front froid ici, mais un front froid avec des intrusions d'air sec qu'on appelle à moyenne altitude. Donc l'intrusion d'air sec à moyenne altitude sous un front, c'est souvent vecteur, je dirais, de rafales descendantes possiblement importantes et parfois destructrices. Donc il faudra se méfier des rafales descendantes sous ce front. Éventuellement derrière, peut-être aussi également, on a quand même un apport d'une intrusion d'air sec, notamment aussi plus à l'arrière dans le ciel de traîne, on va dire, au niveau des lignes de grain. Donc il faudra se méfier aussi éventuellement toujours des rafales descendantes localisées également. Donc ça c'est l'aspect rafale descendante. On a éventuellement un petit caractère orageux possible sous le front froid, notamment demain matin, et éventuellement également dans la traîne aussi qui suit le front froid. Bon, là on voit pas trop d'instabilité, bon, quand même sur le modèle Arome sous le front froid, mais bon, on sait jamais, un coup de tonnerre est toujours possible localement. Par contre, instabilité bien présente sous forme de, donc c'est la Moucape, hein, sous forme d'instabilité. On voit même d'ailleurs, on voit même le tournicotis dépressionnaire ici, donc instabilité sur les côtes, donc avec possibilité de lignes de grain et d'orage d'air froid. Voilà, donc il faudra se méfier aussi à ce niveau-là. C'est ce qu'on peut dire là-dessus. Et il faudra se méfier aussi d'une dernière chose, notamment sous les lignes de grain et près des côtes. Là, je vais peut-être pas rentrer dans les détails. Il faudra quand même se méfier entre la Vendée, Charente-Maritime jusqu'au nord des Landes sur de possibles phénomènes tourbillonnaires isolés, notamment près des côtes. Hein, donc ça peut être faible tornade notamment. À cause de phénomènes de cisaillement en basse couche, hein, on aura un environnement quand même très cisaillé en basse couche, et donc ça peut être propice à des phénomènes tourbillonnaires isolés. Donc méfiance donc demain, surtout le vent en premier lieu, je répète, jusqu'à 130-140 km/h sur les côtes girondines, charentaises, sud Vendée, éventuellement 120, peut-être 120-130 km/h jusqu'aux côtes des nord du Land, jusqu'à 110 grosso modo km/h dans les terres de Gironde, notamment nord Gironde, en allant vers le Médoc, Charente, donc Charente-Maritime aussi, voilà, éventuellement 90-100 km/h après en allant bien sûr sur la Haute-Vienne, la Dordogne, sur la Vienne, les Deux-Sèvres. Donc décélération au fur et à mesure au niveau des terres, quoi, hein. Et donc c'est donc premier lieu le vent, la pluie, donc forte pluie quand même sous le front froid demain matin, un petit risque orageux notamment dans la traîne, donc attention aux orages d'air froid localisés, un risque de rafale descendante notamment au sein du front froid possible si c'est convectif, donc rafale descendante localisée, très localisée mais possiblement destructrice, et également rafale descendante possible, très localisée aussi dans le ciel de traîne sur le centre, enfin à l'arrière du front froid, notamment près des côtes, avec donc possibilité de phénomènes tourbillonnaires isolés. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le risque tempétueux demain matin, très tôt, donc à cause d'Amélie, hein, et avec tout ça qui va se décaler après
au fur et à mesure de la journée de demain vers l'est, mais en perdant quand même beaucoup d'activité, fort heureusement. Donc les rafales de vent deviendront quand même de moins en moins importantes au fur et à mesure de la matinée et dans l'après-midi, avec un front froid bien sûr qui se décalera vers l'est. Et voilà, tous les systèmes qui vont se décaler tout simplement vers l'est, comme de coutume. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur Amélie. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. J'essaierai d'y répondre, mais peut-être à l'écrit derrière vos commentaires, parce que en direct c'est compliqué là de vous répondre quand même, hein. Quand on a l'œil sur l'écran, c'est difficile quand même de faire les deux choses en même temps. Voilà, donc encore une fois aussi prudence aussi quand même demain après-midi, je le répète, aux fortes rafales de vent aussi dans le secteur de la Tramontane, hein, où on pourrait avoir quand même des rafales de 90 à 100 km/h, peut-être même localement 110 km/h. J'ai pas regardé complètement dans le détail, mais attention à ça. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Je vais quand même essayer de répondre à vos questions. Je vais quand même prendre le fil de... vous êtes quand même très nombreux, donc ça va être compliqué que je puisse vous répondre à tous. Donc j'essaye de prendre le fil de ce que vous avez pu me dire. Donc j'ai Dominique qui me dit coefficient 49, je crois avoir lu. Oui, effectivement, je pense aussi avoir vu à peu près la même chose au niveau du coefficient de marée. Donc fort heureusement, encore une fois, cette tempête Amélie arrive à un moment où les coefficients de marée sont relativement peu importants. Donc ça limitera quand même les phénomènes de surcote et de submersion, même si localement il faudra quand même se méfier. D'ailleurs la vigilance de Météo France est là pour le montrer. Après, je continue à regarder un petit peu. J'ai la Loire-Atlantique qui peut être concernée, où ils mettent 130, où Lorenzo me dit annoncer 130 à Guérande. Oui, la Loire-Atlantique peut être aussi concernée par des fortes rafales, des violentes rafales de vent, mais je pense qu'on sera plus peut-être aux alentours de 110-120 km/h, car on semble, la Loire-Atlantique semble au nord quand même du plus fort resserrement isobarique. À moins que, encore une fois, et ça je ne l'ai pas dit jusqu'à maintenant, à moins qu'il y ait un décalage éventuellement, on peut toujours avoir des décalages de dernière minute avec un centre dépressionnaire qui peut être plus au nord, c'est toujours possible. Donc centre dépressionnaire plus au nord, donc ce qui voudrait dire resserrement isobarique plus au nord, donc la Vendée, éventuellement la Loire-Atlantique plus exposée, ça on peut jamais exclure, hein. Les erreurs de prévision sont quand même peuvent arriver, hein. Les modèles sont pas infaillibles, l'être humain n'est pas infaillible non plus, donc il peut y avoir des décalages éventuellement jusqu'à la dernière minute sur le nord. Voilà, on me demande quand est-ce que ça arrive, mais je l'ai dit de nombreuses fois, ça arrive surtout à partir du milieu, mais surtout fin de nuit prochaine, hein. Donc rien à attendre de particulier avant. J'ai Dominique qui me dit Arôme l'a fait passer un peu plus basse que CEP. Oui, Arôme est un chouïa plus au sud que le CEP de ce matin. On verra le CEP tout à l'heure à 19 h qui va sortir, ce que ça va donner. Voilà, moi après je vous cache pas que je me sers beaucoup quand même de ces deux modèles qui sont pour moi les plus performants pour appréhender, je dirais, ce coup de vent à tempête. Ça ne veut pas dire que j'ignore les autres modèles, mais pour moi ce sont clairement les plus performants. Donc j'ai assez confiance quand même en ces deux modèles. Alors la Corse, on me dit la Corse. Bon, la Corse, j'avoue, j'ai pas regardé du tout. Pour moi, la Corse me semble pas réellement concernée au premier chef. Après, je vais quand même faire un coup d'œil au niveau des rafales. Voilà, alors, il y aura quand même de fortes rafales de vent sur les cimes corses, hein. On voit quand même ouais, éventuellement du 110-120 km/h. Effectivement, le vent a l'air de se renforcer demain au courant de la journée, et avec la bascule au vent d'ouest, après on pourrait effectivement avoir quelques rafales dans l'après-midi. Mais bon, je pense que la Corse a déjà vu pire à mon avis. Il faut que je regarde un peu plus. Ouais, quand même forte rafale, quand même virulente rafale, avec un flux d'ouest plus important en fin de journée. Et alors, effectivement, sur les caps, notamment le cap Corse qui est habitué, on pourrait quand même avoir des rafales très virulentes, hein. Oui, effectivement, pourquoi pas 150 km/h comme souvent sur le cap Corse demain soir et dans la nuit de dimanche à lundi. Donc il faudra quand même être virulent, oui, de fortes rafales de vent, de virulentes rafales de vent, violentes rafales de vent même sur la Corse, effectivement, demain soir et dans la nuit de dimanche à lundi, du coup, hein. Voilà, je continue un petit peu avec vos questions ou affirmations.
Alors on me demande si c'est une tempête classique pour les côtes aquitaines. Classique, c'est pas une tempête hyper violente, je pense pas. Surtout avec un creusement dépressionnaire qui arrive plutôt qui arrive et qui se comble en rentrant dans les terres. On n'est pas dans le cadre d'une dépression explosive comme on appelle, d'une bombe explosive, une bombe dépressionnaire explosive comme les fameux Lothar et Martin en 1999 notamment. On n'est pas dans ce cadre-là, donc effectivement on est plutôt sur une tempête relativement classique, mais qui peut être quand même assez virulente par endroits et dont il faut quand même une grande prudence, hein. Je dirais que la vigilance orange n'est pas du tout, n'est à mon avis pas du tout usurpée, quoi, hein. Elle est quand même à mon avis largement justifiée. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur Amélie. Donc on est dans une période, vous l'avez vu, très perturbée. Vous avez vu d'ailleurs que les rafales de vent ont été quand même déjà présentes aujourd'hui, hein. Si je prends les rafales de vent d'aujourd'hui sur le nord-ouest, bon, par rapport à en fin de nuit prochaine, ça n'est pas grand chose, mais quand même, hein, on a eu quand même 135 km/h aujourd'hui au Cap Griné, on a eu 114 km/h à Boulogne, on a eu 119 km/h au Cap de la Hague aujourd'hui, on a eu 113 km/h à Brigognan. Bon, je vais pas tous vous les faire, hein. On a eu 105 km/h à Ouessant, 102 km/h aujourd'hui à la Pointe du Raz, 100 km/h à Penmark, 106 km/h à l'île de Groix, donc ça souffle quand même bien sur les côtes bretonnes et normandes déjà aujourd'hui, hein. 104 km/h à Belle-Île. Alors ça a bien soufflé notamment aujourd'hui avec, je dirais, le passage d'une première dépression, notamment une première dépression qui a circulé notamment sur les îles britanniques. On la voit ce soir d'ailleurs modélisée à l'est des îles britanniques avec 971 hectopascales, et donc on voit que en allant vers les côtes de la Manche et le nord-ouest de la France, on voit un resserrement isobarique, hein, comme souvent de toute manière au sud d'une position d'une dépression quand même qui circule avec un jet stream assez vif, et donc on voit un resserrement isobarique qui explique sur les côtes bretonnes et surtout normandes, et en allant vers la côte d'Opale, les rafales de vent à jusqu'à 100, 110, éventuellement jusqu'à localement 120 km/h aussi. Donc voilà, ça c'est un petit peu un focus sur ce qui s'est passé aujourd'hui. On me dit qu'il est possible que sur les cimes pyrénéennes, il y ait ça souffle jusqu'à 200 km/h. Oui, c'est possible. Après, j'ai pas regardé dans le détail, hein. Je reste vraiment dans les grandes lignes. Je suis désolé, je peux pas aborder toutes les villes, toutes les localités, tous les secteurs de France, hein. C'est pas possible. Il me faudrait que je reste avec vous toute la soirée, hein, pour ça. Donc voilà. Donc ça, c'est la situation. D'ailleurs, quand on va prendre un peu d'altitude. On va regarder le modèle GFS. Voilà, on va prendre un petit peu d'altitude. Voilà, ce soir, 19 h, modèle GFS. Je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez. On voit déjà donc Amélie, qui est en cours d'initiation, hein, qui est en cours de creusement, 980 hectopascales au large de la Bretagne. Donc on voit la fameuse dépression qui a engendré le resserrement isobarique sur le nord-ouest, aujourd'hui à 970 hectopascales, qui s'évacue petit à petit sur la mer du Nord. Donc on est quand même dans un flux plutôt orienté au sud-ouest. Voilà, donc c'est un petit peu ce qu'on peut voir ce soir. Est-ce que d'ailleurs la dépression, je pense qu'on doit bien la voir, notamment sur les cartes, sur les images satellites. On va regarder sur l'image satellite. Voilà, on aperçoit ici sur l'image satellite. Là, je voudrais enlever les. Voilà. Carte seule. Non, ça c'est les précipitations. Je reviens à l'image satellite. Voilà. Donc on voit sur l'image satellite la dépression Amélie, hein, qui est déjà visible ici. Voilà, très au large de la Bretagne, hein, et qui va
déjà, je dirais, comment continuer sa route en direction de la Bretagne et vers le centre-ouest. Hein. Donc on le voit quand même nettement visible sur l'image satellite. Hein. Et d'ailleurs, si je mets... Voilà, et on voit déjà les fronts aussi, différents fronts qui sont modélisés. Donc voilà, ça c'est une petite vue. Je reviens tout de suite sur la carte, sur l'image satellite. Je reviens tout de suite après maintenant à ce qui se passe au niveau des modèles. Donc GFS, voilà, GFS, on voit donc Amélie. Et on va regarder, vous voyez le Jetstream, on va regarder le Jetstream. On va prendre une modélisation du Jetstream. Donc ce soir, on voit un Jetstream quand même qui arrive sur l'Atlantique, mine de rien, avec des valeurs jusqu'à 250, pas loin de 300 km/h, hein, même un peu plus de 300 km/h. On voit quand même hein, tout ça. Il est 19 h. On voit normalement Amélie se situe ici et est en phase de creusement actuellement, se situant, nous, ce qu'on appelle en sortie gauche du jet, de la branche de jet. Donc sortie gauche qui permet d'avoir une divergence en altitude et qui permet aussi donc de permettre le creusement de la dépression. Donc on a un phasage avec le Jetstream et on a également une advection douce à l'avant qui est, vous voyez ici, on voit l'advection douce à l'avant, une petite advection, une petite langue là qui remonte un petit peu, et on voit donc le creusement perceptible ici. Hein. Donc on a je dirais pas mal de paramètres qui sont phasés pour obtenir un creusement dépressionnaire secondaire assez important comme Amélie, mais fort heureusement, comme je l'expliquais auparavant, creusement qui n'est pas explosif, et tant mieux, parce que on n'a pas besoin d'avoir une dépression comme Lothar ou comme Martin du type décembre 1999. Alors maintenant, je vais regarder, on va essayer d'avancer un peu en échéance. Je pense qu'on a assez parlé d'Amélie. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir un peu le temps, certainement, qu'il va faire la semaine prochaine. Et le temps va quand même rester très perturbé la semaine prochaine sur la France, avec le passage quotidien de perturbations. On voit déjà, regardez, on va regarder lundi. Lundi, on voit à nouveau quand même un centre dépressionnaire qui revient, un autre centre dépressionnaire moins méchant, mais qui revient sur la Cornouaille en milieu de journée. On a donc une orientation du flux au sud-ouest à nouveau sur le pays. On a quand même des pressions qui sont relativement basses, 990-995 hectopascales, et on a donc une confrontation entre air doux et air plus frais à l'arrière, et donc certainement un front qui barrera la France en milieu de journée lundi, allez, on va dire du centre-ouest au nord-est, avec des pluies. À l'arrière, on aura certainement beaucoup d'air froid d'altitude, et donc qui dit air froid d'altitude à l'arrière, avec le passage de ce Talweg dépressionnaire, qui dit certainement instabilité et donc de nombreuses averses. Voilà, on a quand même de l'air froid d'altitude ici jusqu'à moins 26 degrés à 5500 mètres, de l'air froid d'altitude qui arrive en milieu de journée par la Bretagne et par le nord-ouest, et donc certainement un ciel de traîne sur le nord-ouest lundi en courant de la journée, avec pas mal d'averses localement orageuses, certainement de fortes rafales de vent aussi. J'ai pas regardé dans le détail, mais voilà, donc lundi sera quand même une journée à nouveau bien agitée sur la France, avec le passage d'une nouvelle perturbation, un ciel de traîne très actif à l'arrière, et pas mal de pluie, de vent encore une fois. Donc ça sera pour lundi. Après, pour mardi, on va regarder un petit peu. Donc mardi, le front va se décaler vers l'est. On a une descente d'air froid d'altitude sur le pays, donc certainement pas mal d'instabilité mardi, avec averses, éventuellement orages d'air froid, notamment sur la moitié nord, et donc également du vent, mais peut-être moins de vent que les jours précédents, parce qu'on voit que les isobars ont quand même tendance à se desserrer. On a une poussée anticyclonique temporaire à l'arrière mardi. À noter qu'avec, on aura certainement pas mal aussi, j'en ai pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais on aura certainement pas mal de neige aussi en montagne à assez haute altitude, hein. Notamment je pense sur les Pyrénées aussi, également sur un peu au Massif central. Après, c'est que pareil, c'est des prévisions qui demandent d'être regardées dans le détail, chose que je n'ai pas fait, donc je reste quand même ce soir dans les grandes lignes. Mercredi, ça sera peut-être la meilleure journée de la semaine. On aura une accalmie, on a un semblant de petite poussée
anticyclonique mais très légère, hein, poussée de haut géopotentiel. Les pressions remontent un peu, une accalmie. Bon, on aura quand même un ciel variable certainement mercredi entre éclaircies et nuages, peut-être encore quelques averses. Mais par contre, comme le flux sera orienté au nord-ouest, on aura certainement par effet de blocage encore des pluies sur les contreforts des Pyrénées, pardon, et également de la neige en altitude. Je pense que c'est le temps à peu près qu'on devrait avoir mercredi. Donc finalement mercredi, une journée qui sera un peu meilleure, mais par contre je pense qu'on perdra quand même des degrés, notamment mercredi, avec l'orientation du flux au nord-ouest, les températures qui baisseront, qui auront peut-être tendance à être plutôt dans les normales, ou peut-être légèrement même en dessous, hein. Alors on continue après le défilé du temps. Là je vous donne vraiment les grandes lignes pour les jours précédents, et on voit que jeudi un nouveau centre dépressionnaire revient sur les îles britanniques, hein, avec un flux qui s'oriente à l'ouest, des pressions qui ont tendance à baisser, donc certainement l'arrivée d'une nouvelle perturbation par le nord-ouest qui se décalera dans la journée en direction du sud-est, et à l'arrière certainement un ciel de traîne à nouveau jeudi, et donc rebolote un petit peu, donc encore une perturbation pour jeudi avec des pluies, certainement un renforcement du vent aussi. Donc ça c'est la tendance pour jeudi prochain. Et par la suite, vendredi, on gardera certainement pas mal d'instabilité, avec de l'air froid d'altitude. On voit ce centre dépressionnaire, on voit cette activité dépressionnaire sur le pays, donc certainement pas mal d'averses, encore une fois, pas mal de vent aussi, certainement des températures à nouveau en baisse avec l'orientation du flux plutôt au nord-ouest, à l'ouest-nord-ouest, mais donc des températures certainement pas très élevées, et certainement pas mal de neige en montagne. Donc tout ça c'est quand même des bonnes nouvelles, parce que hormis l'aspect vent tempétueux demain, ce sont quand même des perturbations quotidiennes qui amènent de la pluie dont on avait cruellement besoin, qui permettent de résorber la sécheresse de surface. Je pense que d'ici 10 jours, honnêtement, vu les quantités de pluie qui devraient tomber, on ne devrait plus trop parler quand même de sécheresse de surface, tout comme c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour nos nappes phréatiques qui vont pouvoir se remplir. Alors bien sûr le corollaire, ça sera éventuellement d'ici 10 jours quand même des crues par endroit et des inondations localisées, ça c'est clair, parce que comme on a quand même beaucoup de perturbations à prévoir quotidiennement, bah forcément il va y avoir des réactions. Et bon, après en termes de pluie, les secteurs quand même les plus concernés dans ce flux d'ouest à nord-ouest pour les plus gros cumuls de pluie, ce sont quand même souvent les secteurs de relief exposés ouest, hein, notamment l'ouest du massif central qui va être très servi en pluie, avec des cumuls certainement à 3 chiffres, je dirais d'ici la fin de semaine prochaine, week-end prochain. Certainement la façade atlantique quand même va être très arrosée, et puis je pense que la façade est quand même sera moins arrosée globalement. Par contre les Alpes, on peut avoir quand même de bons cumuls. Après on va regarder ça quand même sur les modèles, un peu plus fins de GFS, sur les cumuls de précipitations. Après j'avance un peu en échéance. Le week-end prochain on a, bon, ça reste une tendance maintenant, hein, donc c'est-à-dire qu'on a une fiabilité qui est quand même beaucoup moins importante à une semaine, donc attention, ça peut encore évoluer. Si la tendance du GFS avec un flux d'ouest toujours plutôt, avec donc certainement le passage de perturbations peut-être moins actives, parce qu'on voit quand même que les géopotentiels remontent un peu sur le pays. Ça c'est la tendance, encore que on a quand même à nouveau dimanche un centre dépressionnaire qui se rapproche assez fortement de la France, et donc un flux d'ouest à nord-ouest toujours le week-end prochain, avec certainement le passage de perturbations. Donc ça reste quand même une météo qui jusqu'au week-end prochain inclus sera très perturbée, avec de fréquentes pluies, fréquentes averses, du vent fort par moment, de la neige en montagne à de plus en plus basse altitude au courant de la semaine, avec certainement des températures qui vont baisser dans la semaine, courant de la semaine, et surtout le week-end prochain. Je pense qu'on pourrait même être légèrement en dessous des normales le week-end prochain, avec avec l'orientation d'un flux quand même, on va dire un peu polaire maritime, quoi, hein. Polaire maritime, ça vient du nord-ouest, donc c'est quand même pas franchement bien chaud. Donc là ça va quand même nous changer des précédentes semaines. Le CEP est à peu près sur le CEP européen, le modèle est à peu près sur la même longueur d'onde que le modèle américain. Le week-end prochain il voit les choses légèrement différemment. On va attendre la nouvelle sortie où on voit quand même des pulsions anticycloniques qui se font et qui ont tendance un petit peu à déchiqueter et à menacer, je dirais, les centres dépressionnaires, hein. Le week-end prochain, si je prends le CEP à la lettre par rapport au GFS, serait quand même peut-être un peu moins perturbé.
Mais ça reste à démontrer. Et le CEP, à échéance du 11 novembre, lui, continue à voir au fil des runs, alors c'est des échéances qui sont très très lointaines, qui continuent à avoir quand même des pulsions anticycloniques très très amples sur l'Atlantique, rejoignant même la Scandinavie, et éventuellement pouvant isoler une goutte froide sur l'ouest de l'Europe. Ça, c'est une modélisation qui revient quand même depuis hier, globalement, donc à prendre au sérieux. Peut-être un changement de régime vers le 10-11 novembre, avec l'arrêt de ce flux d'ouest à nord-ouest, et peut-être plutôt un régime avec un blocage anticyclonique qui pourrait venir s'ériger sur le nord de l'Europe, et emprisonnant des gouttes froides sur les latitudes plus au sud. Mais bon, ça reste encore une fois une tendance. On va voir si cette tendance est éventuellement corroborée, j'arrive plus à parler, par les ensemblistes. Si je regarde les ensemblistes, qui, je vous rappelle, c'est une moyenne de, par exemple, l'ensembliste IFS, donc qui est recoupé avec le CEP, l'ensembliste IFS regroupe quand même jusqu'à 50 scénarios. Donc c'est pas rien, 50 scénarios du modèle européen, et si on regarde les 50 scénarios du modèle européen, on voit qu'à l'échelle du 11-12 novembre, on aurait des hautes pressions qui viendraient éventuellement s'ériger sur le nord de l'Europe, et qui emprisonneraient une vaste goutte froide sur la Méditerranée, éventuellement la péninsule ibérique, et qui pourrait nous concerner aussi. Et à ce moment-là, si ce scénario devait se produire, ça serait certainement des intempéries de nouveau sur le sud, le sud-est, et en Méditerranée, sur les pays toujours comme l'Espagne notamment, éventuellement la Corse, la Sardaigne, et éventuellement même le nord peut-être même le Maghreb. Mais ça reste quand même des échéances qui sont lointaines. Et je vais faire un petit peu, on va prendre encore un peu plus de l'altitude. Je vais regarder à l'échelle hémisphérique. Quand on regarde à l'échelle hémisphérique, c'est quand même assez parlant. C'est-à-dire à l'échelle hémisphérique, j'ai fait d'ailleurs une publication là-dessus hier. On voit quand même, nous, ce qu'on appelle le vortex. Normalement, au mois de novembre, on arrive à une époque où on retrouve normalement un vortex polaire troposphérique. Donc là, on parle de la troposphère, hein, donc l'étage inférieur à la stratosphère, qui est normalement, je dirais à cette époque, enfin normalement il n'y a pas vraiment de normalité en météo, comme vous le savez, mais on devrait retrouver quand même des basses pressions et des géopotentiels relativement bas sur les latitudes nord. Et là, c'est pas le cas. Quand on regarde, on voit quand même sans arrêt des pulsions anticycloniques qui s'effectuent en direction des latitudes nord. On voit toujours un très vaste blocage anticyclonique très costaud du côté notamment de l'Alaska, hein, ça continue jusqu'à la mer de Tchoukt, où on voit aussi toujours un blocage anticyclonique plutôt sur le nord-est du Pacifique et sur le Pacifique. On voit toujours plutôt une tendance aux hautes pressions quand même assez souvent vers la Scandinavie et en allant vers la mer de Kara, également sur la Sibérie. On voit vraiment qu'on a beaucoup de mal à avoir ce qu'on appelle nous un courant zonal, c'est-à-dire un courant, un flux rectiligne d'ouest en est, donc courant zonal, courant océanique, qui a tendance normalement à régir l'hémisphère nord et les latitudes moyennes durant l'automne, notamment en arrivant vers le mois de novembre. Et là, on voit quand même une circulation qui est quand même sacrément méridienne et qui augure quand même, à mon avis, je dirais sur le reste du mois de novembre, à partir de la deuxième décade, des soubresauts et peut-être une alternance, je dirais, entre mauvais temps et peut-être possiblement voilà, des types gouttes froides méditerranéennes avec peut-être des pluies importantes dans le sud et des températures fraîches, peut-être en alternant avec des températures plus douces d'ici la fin du mois. Donc alternance température fraîche, température douce, et mauvais temps, parfois assez carabiné peut-être, et des périodes un peu plus anticycloniques. Mais sachant quand même que le mois de novembre est parti sur une tendance quand même assez dépressionnaire, contrairement à ma tendance saisonnière que j'avais faite et j'avais réactualisée au 20 octobre, où je dois dire que je pense que j'ai tout faux en ayant annoncé un mois de novembre anticyclonique, parce que franchement, il n'en prend pas du tout le chemin pour l'instant. Et je dirais tant mieux pour nos nappes phréatiques, on a besoin d'eau, ça c'est sûr. Par contre, au niveau des températures, ça risque de jouer un petit peu le yo-yo, hein, je dirais, pour la France. Mais enfin, à l'échelle hémisphérique, c'est quand même très très intéressant, et c'est à surveiller de près dans l'optique de l'hiver à venir, parce que le mois de novembre, on rentre quand même, nous, dans ce qu'on appelle le money time, on rentre dans la fin de l'automne, on rentre dans... et là, il est très important de commencer à observer le comportement des vortex polaires, donc à la fois
vortex polaire stratosphérique, vortex polaire troposphérique, savoir s'ils sont concentrés ou pas concentrés, s'ils se densifient ou pas. C'est très important de regarder ça et de regarder également éventuellement d'autres paramètres, voir notamment l'évolution des neiges au niveau de la Sibérie, au niveau plus globalement même de l'hémisphère nord, l'évolution des glaces aussi au niveau de l'Arctique. Et parce que notamment tout ça peut coordonner aussi également derrière des perturbations au niveau de la stratosphère avec des afflux de chaleur qui peuvent après avoir des répercussions sur la teneur de l'hiver qu'on va avoir notamment entre décembre, janvier et février. Je rentre pas dans les grands détails en termes de tendance saisonnière ce soir, mais je vous dis juste les implications que cela peut avoir, et je vous dis juste que le mois de novembre est un mois qui classiquement est à surveiller de près au niveau des centres d'action sur l'hémisphère nord, au niveau des indices, étendue des glaces, étendue des neiges, au niveau du vortex, donc les deux vortex polaires, donc stratosphérique, troposphérique. Regardez aussi le comportement de ce qu'on appelle nous l'oscillation nord-atlantique qui régit le temps en Europe. Voilà, c'est sûr que depuis le mois d'avril, on est souvent dans une oscillation nord-atlantique qui est négative. Donc négative, ça signifie des basses pressions plutôt aux latitudes sud et des hautes pressions plutôt aux latitudes nord. D'ailleurs, quand on regarde le graphique mène pas plus loin pour l'instant, mais faudrait que j'aille chercher d'autres graphiques, mais on voit que depuis le début juillet, c'est quand même une très nette supériorité de l'oscillation nord-atlantique négative. On a une période positive un peu sur la fin août et sur septembre. On a une tentative de retour de l'oscillation nord-atlantique positive actuellement aussi, mais qui, au vu des modèles, risque de ne pas survivre parce qu'on voit quand même toujours des bulles de haute pression qui remontent aux hautes latitudes, notamment en direction du Groenland et de l'Islande. Alors maintenant, je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions, d'autres choses. Voilà, donc j'ai une question qui est très intéressante de Paul Auger qui me dit: est-ce qu'on est pleinement dans un flux zonal? Alors la réponse est non, j'en parlais hier. On n'est pas pleinement dans un flux zonal dans la mesure où on est plutôt dans une enfin c'était le cas jusqu'à hier, on est plutôt dans une oscillation nord-atlantique négative qui signifie qu'on a des hautes pressions plutôt aux latitudes nord et un courant finalement perturbé qui est rejeté plus au sud, mais qui circule, comme on dit, sous blocage, anticyclonique. Donc du coup, ce n'est pas vraiment un flux zonal, je dirais, en tant que tel. Voilà, parce que si on regarde les anomalies de pression actuelles, voilà, les anomalies de pression, on voit quand même, je dirais, une tendance un petit peu aux hautes pressions sur le Groenland, des basses pressions qui effectivement circulent plus au sud et qui nous concernent, qui concernent allègrement l'Europe de l'Ouest, mais on est plutôt, et on a quand même aussi, c'est ce qui fait dire aussi qu'on n'est pas vraiment dans un flux zonal, on a quand même un anticyclone des Açores qui est très haut en latitude sur l'Atlantique, enfin très haut, qui est assez haut en latitude sur l'Atlantique, qui remonte quand même plus au nord que les Açores, donc du coup on a quand même un courant qui a tendance à partir, à s'orienter à l'ouest-nord-ouest et qui a tendance, vous voyez, à pénétrer notamment sur la péninsule ibérique et sur la Méditerranée. Donc c'est pas un flux zonal en tant que tel, un flux rectiligne ouest-est en tant que tel. Et d'ailleurs quand on met l'animation, vous voyez, l'animation à mercredi, mercredi on est plutôt dans un flux orienté ouest-nord-ouest, mais pas réellement un zonal en tant que tel, avec plutôt même une tendance une possibilité de tendance de jonction entre l'anticyclone des Açores et les hautes pressions au Groenland. Donc voilà, donc c'est ce qui fait dire qu'on n'est pas dans un flux zonal. Après, tu me dis, le fait d'avoir des hauts géopotentiels qui remontent régulièrement sur l'Atlantique Nord ne donne pas cette impression d'un vrai flux zonal. Voilà, donc ça confirme effectivement ce que je viens de dire à l'instant. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Je pense qu'on a fait un petit peu un tour complet. J'ai essayé de vous montrer un petit peu à l'échelle hémisphérique les implications aussi. On essaye de prendre de la hauteur toujours un petit peu en fin de live. Je pense que c'est intéressant. Alors on pourrait aborder éventuellement d'autres sujets, mais j'ai pas préparé cette émission. Tout ça est encore une fois, je dirais, strictement de l'improvisation.
Donc j'espère vous avoir un petit peu renseigné. Donc attention demain matin, encore une fois, à la tempête Amélie, donc aux rafales tempétueuses, notamment sur les côtes charentaises, Vendée, sud de Vendée, Gironde et jusqu'au nord des Landes, possiblement jusqu'à 130-140 km/h sur les caps exposés. Dans les terres, ça pourrait souffler jusqu'à 110 km/h dans les terres de Gironde, notamment en allant vers le Médoc. Terre Charente-Maritime, 110 km/h aussi. 110 km/h un peu plus à l'est, Charente, donc plus à l'est vers la Gironde, éventuellement 90-100 km/h, Dordogne, tous les secteurs Dordogne, Haute-Vienne, Deux-Sèvres, Vienne, et éventuellement des fortes rafales aussi, virulentes rafales dans les secteurs du Massif central jusqu'à 100 km/h, possiblement 110-120 km/h sur les cimes du Massif central. Donc attention, les dégâts sont possibles, donc faites attention quand même. N'allez pas vous balader en bord de mer aussi demain matin, hein, du côté du centre-ouest, avec de possibles phénomènes de surcote, submersion marine, même si elles seront limitées dans la mesure où on a quand même un coefficient de marée qui se limite à 47, donc on n'est pas dans des coefficients de marée trop importants. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle à ce niveau-là. Donc méfiance demain matin aussi sous le front froid dans l'ouest, où on pourrait avoir des rafales convectives importantes, des phénomènes localisés violents, mais vraiment localisés, hein. Attention, hein, ça ne sera pas partout, mais attention localement à possiblement un orage ou une rafale descendante très virulente. Donc attention aussi sous les lignes de grains aussi, hein, lignes de grains qui peuvent donner donc de fortes pluies, du grésil, possiblement de l'orage aussi par le centre-ouest demain matin. Également éventuellement attention, possiblement très localement, ce serait pas étonnant d'entendre parler d'un phénomène tourbillonnaire près des côtes, donc toujours côtes plutôt charentaises, vendéennes, girondines. Voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire sur la dégradation. Donc tout ça va se décaler vers l'est demain après-midi en s'atténuant, même si les rafales seront quand même fortes, notamment dans le domaine de la tramontane, jusqu'à 90, 100, 110 km/h. Attention à la tempête demain soir du côté de la Corse. Effectivement, ça pourrait souffler quand même jusqu'à 150, 160 km/h sur les caps corse. Attention aussi aux très fortes rafales de vent aussi sur les cimes pyrénéennes. Voilà, donc un temps quand même globalement très agité demain sur la France, et donc il faudra être très attentif à tout ça. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc je vais vous laisser, on est quand même resté quasiment une heure, hein, quasiment une heure ensemble, 51 minutes, et donc je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Merci à vous.